L'activité pétrolière depuis l'année 2020 a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19 et sur le continent africain surtout, eh bien, on a ressenti cette difficulté engendrée par la pandémie de Covid-19. Nous allons prendre le cas de quelques pays. On va circonscrire justement le thème de cette émission à ces pays, l'impact du Covid-19 sur le continent africain. On va bien sûr parler de la situation au Nigeria, premier pays producteur de brut en Afrique. On viendra aussi au Gabon, autrefois appelé Émirat pétrolier. Et avec les autres invités, on fera le tour de la situation dans quelques pays de la sous-région d'Afrique centrale, non sans évoquer bien entendu la conjoncture au niveau mondial. Nous avons avec nous, pour en parler d'abord au Gabon, Patrick Barbera, qui est membre de l'ONEP, influent syndicat des employés du pétrole. Patrick Barbera, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Aziz. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également Martial Bissog, que l'on considère comme un distributeur de savoir. Il est à Paris en France. Martial Bissog, qui est le fondateur de l'Académie de la vie augmentée Akeva. Nous allons le présenter très simplement, mais on aurait pu prendre une heure pour le faire. Martial Bissog, bonsoir. Bonjour à tout le peuple gabonais, bonsoir à toi Aziz et à toute l'équipe technique, et je suis ravi d'être sur vos antennes en direct. Merci beaucoup Martial Bissog, et avec nous maître Jacques-Brice Momnougui, qui est avocat au barreau de Bordeaux en France. Il est panafricaniste, défenseur des droits humains, également consultant pour la Tribune du mardi. Maître Jacques-Brice Momnougui, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir, et c'est toujours un plaisir pour moi. Alors, une précision pour nos téléspectateurs. Depuis ce 1er mars, Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, émet de Dakar au Sénégal. Nous n'avons pas changé de canaux de diffusion. Nos habitudes sont restées les mêmes, même si on notera certainement un jeu de chaises musicales pour certains programmes. Tout reste en place et nous continuons ce challenge qui est celui de défendre le panafricanisme et d'en faire la promotion. Sans plus attendre, nous allons ouvrir par le Nigeria avec Daouda Aliou, qui est journaliste au Nigeria. Le Nigeria parce que ce pays est le premier producteur de brut en Afrique. Le Nigeria produit 2,1 millions de barils par jour, selon des sources très crédibles, notamment selon le BP Statistical Review, et le Nigeria est 11e mondial en ce qui concerne la production de brut. Daouda Aliou, comment l'impact du Covid-19 a été vécu au Nigeria en ce qui concerne la production pétrolière qui reste la mamelle de l'État? Comme tu le sais, le Nigeria dépend à plus de 80% des revenus de l'exploitation du brut. Et comme on le sait tous, pendant la pandémie du Covid-19, le prix du baril a chuté sur le marché international, ce qui avait affecté l'économie du Nigeria et bouleversé les prévisions budgétaires du gouvernement en 2020. Ce que le gouvernement a certainement fait, c'est de libéraliser le secteur pétrolier. Je rappelle en passant que depuis 1990, au temps de l'ancien président Ibrahim Babangida, le Nigeria subventionne le pétrole, qui est le prix de l'essence à la pompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le gouvernement qui fixe le prix et la différence est payée au cartel. Donc,
ce qui a fait du prix de l'essence à la pompe. Et cela avait entraîné un mouvement de protestation du Congrès du travail. Donc de 140 naira le litre de l'essence, pendant la pandémie, le prix de l'essence, le litre de l'essence est passé à 175 naira. Et 170 pour campagne de libéralisation, c'est-à-dire chaque station fixe le prix. Il y a 170 dans cette station, 170 dans cette station. Donc quand le syndicat des travailleurs a protesté contre ce fait, il y a eu une négociation entre le gouvernement et le syndicat, et le gouvernement était obligé d'enlever 5 naira. Donc de 170 ou 175 naira dans cette station-service, le prix de l'essence à la pompe est revenu à 170 jusqu'à présentement. On va revenir à vous, Daouda Aliou. Patrick Barbera, la situation liée à la pandémie de Covid-19 dans le secteur pétrolier et connexe a été marquée quand même par un ralentissement de l'activité sur les différents sites. Oui, effectivement, il y a eu un ralentissement très important parce que quand il y a eu cette contraction de la demande internationale, les prix étaient effectivement très très bas. Et par la suite, donc, les entreprises ici locales se sont mis pour la plupart en service minimum. Hein. Les gens se sont mis en télétravail et on a mis un nombre minimum de gens seulement sur les sites. Il a fallu également arrêter les divers projets, c'est-à-dire les projets de construction, les projets de forage, les projets de workover. Et tout ça, oui, ça a généré des pertes d'emploi importantes et un important ralentissement de la vie économique. Un important ralentissement de la vie économique. Et vous, en tant que syndicat, vous avez certainement été également mis sous pression. Comment arriver à faire accepter cette situation aux membres, aux adhérents, qui parfois ne comprennent pas très bien que les choses aillent dans ce sens-là? Disons que, vous savez, en tant que syndicat, nous avons plusieurs rôles, hein, notamment un rôle revendicatif, un rôle représentatif, ainsi qu'un rôle normatif, c'est-à-dire intervenir au niveau des normes, et un rôle social. Donc nous, on a fait un plaidoyer au niveau national. Donc nous avons écrit une lettre aux autorités au mois de mars, et nous avons donc fait ce plaidoyer pour que les entreprises puissent conserver un minimum d'activité, de projets, afin de pouvoir sauvegarder les emplois. Mais maintenant, il y a eu des décisions qui ont été prises, les gens ont été mis en activité minimale, et nous, on a essayé d'accompagner certains au mieux pour que, lors des ruptures contractuelles, il y ait un bon accompagnement social. Un accompagnement social, et c'est d'ailleurs à cela que le gouvernement, que les différents gouvernements essaient de s'atteler. Martial Bissog, il y a dans la sous-région d'Afrique centrale également le Cameroun, le Congo, l'Angola. Ces pays-là ont tous subi de plein fouet cette crise qui a marqué le secteur pétrolier. Il est bon de rappeler quand même qu'en début d'année 2020, la situation était au vert, jusqu'à ce qu'au mois de mars, eh bien, le virus du Covid-19 soit découvert à Wuhan en Chine, avant de provoquer une dégringolade du prix du baril sur le marché, ce qui a conduit à cette situation de crise. Martial Bissog, l'Académie de la vie augmentée Akewa, dont vous êtes le promoteur, fait énormément de propositions, dispense justement des tonnes de savoir pour appeler à une autre façon de voir les choses, au développement d'une économie moins liée, moins connectée, moins dépendante
du pétrole. Est-ce que dans l'immédiat, c'est envisageable? Est-ce qu'il faut considérer que la pandémie de Covid-19 est l'opportunité idéale pour expérimenter cela? Alors, mon cher Aziz, avec toute la déférence, il faut juste souligner que chaque crise est une opportunité. Et le monde s'est fait et se fera toujours de crises un peu plus violentes, ou plus ou moins violentes. Et c'est dans les crises qu'on capitalise pour aller puiser dans son fort intérieur un substrat de génie humain, de création, de créativité. Et ce que vous me posez là comme question, ça entre dans la droite ligne de mes travaux, du comprimé philosophique que je veux mettre, de l'effervescence philosophique que je veux mettre dans le verre de chaque Africain, pour qu'ils se disent que nous n'avons plus le temps de nous plaindre et nous n'avons plus le temps de pleurer. Il faut justement rebooster un nouvel être au centre de notre dynamique de production économique. Mais pour répondre directement à la crise, je vais pas revenir sur une sorte d'Ubuntu de l'homme noir. Je ne vais pas être très philosophique, je veux qu'on soit concret. Ça veut dire que quand la crise nous a attaqué de plein fouet, il y a deux questions qui se posent. Il y a une question sécuritaire et une question sanitaire. Les deux pouvant être liés. Mais évidemment, les États africains ont sacrifié le volet le plus important, le volet sanitaire qui a induit la mort du volet économique. Ça veut dire que on n'a pas été préparé, on n'a fait aucune étude, on n'a mené aucune recherche valable sur le coût social et sur le coût économique, parce que le véritable Covid ici, même s'il y a eu une crise sanitaire à la base, est d'abord économique et c'est catastrophique. Tous les programmes d'ajustement aujourd'hui, c'est comment soutenir l'économie pour que le pays ne s'affaisse pas. Je suis à Paris, je peux vous dire que l'État a dépensé 700 milliards d'euros pour soutenir et les entreprises, et les structures sociales, et les structures culturelles. Pareil en Allemagne et partout. Mais l'Afrique a pris des décisions parfois mal adaptées à une situation qui était là. Et comme d'habitude, on donne souvent les mauvaises solutions face aux vrais problèmes. La vraie question que les Africains se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on devrait, par exemple, comme à Libreville là-bas, confiner une population à 18 heures sans regarder de plein gré la réalité socio-culturelle, sans peser le coût économique, sans peser le coût politique même. Parce que n'oublions pas que derrière ces crises sanitaires, je l'ai dit, il y a souvent des crises politiques qui en découlent. Vous ne serez pas très surpris de voir que dans des pays africains, ces jours-ci, si ça continue, il peut y avoir des soulèvements. Et c'est l'occasion de regretter les événements malheureux de Libreville il y a quelques jours. Je suis solidaire avec le gouvernement et le peuple aussi. Mais c'est pour dire qu'on n'a pas réussi à démontrer que le Covid est une réalité, c'est vrai, mais on n'a pas réussi à démontrer la véritable portée, l'impact direct dans la population. Si on vous dit quel est le taux d'incidence aujourd'hui dans n'importe quelle ville d'Afrique, c'est des chiffres approximatifs qu'on va vous avancer. Moi, j'ai vu par exemple, dans un pays comme le Cameroun, on a commencé à gonfler les chiffres, on a dit il y a 9000, les gars ont dit c'est pas vrai. Il faut, dans cet amalgame-là, dans cet imbroglio, chacun veut présenter les chiffres. Est-ce qu'il y a des subventions internationales? Est-ce que l'OMS fait la pression sur les États pour balancer les vaccins? Vous avez vu au Sénégal, Oui, Martial Bissog. Effectivement, c'est une question, ce sont des questions qui se posent. Mais Maître Jacques-Brice Moumnougui, on en vient à vous. Il y a, en ce qui concerne le secteur pétrolier pour les pays d'Afrique centrale, de grosses difficultés parce
parce qu'on l'a souligné à maintes reprises, ces économies tirent les principaux revenus de l'exploitation du pétrole. Or, là, il faut pouvoir réagir de façon immédiate, sans attendre. C'est ce qui provoque certainement ces atermoiements, ces difficultés observées quand même dans plusieurs secteurs. Il y a une hausse d'un certain nombre de services. Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais reprendre simplement ce qu'a dit M. Bissot relativement au fait que chaque crise contient les occasions d'une opportunité nouvelle. Je crois que c'est très pertinent cette vision qu'il entend développer. Simplement en quelques chiffres. Les États de la CEMAC ont perdu 9 millions de dollars de recettes pétrolières au premier trimestre 2020. On voit quand même l'impact. Globalement, les pays qui sont les plus impactés sont les pays qui ont dans leur part de budget le plus de recettes pétrolières, c'est-à-dire la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad. Le Cameroun l'est un peu moins parce que l'économie est beaucoup plus diversifiée. Premier enseignement qu'on pourrait en tirer, est-ce qu'il ne faut pas diversifier nos économies? Un autre point également, c'est dans l'usage qu'on fait du pétrole. Lorsqu'on prend l'usage mondial du pétrole en général, on a 59% d'usage pétrolier dans le transport. Ce qui fait qu'avec le coronavirus et les confinements, évidemment, le prix du baril du pétrole, il a complètement chuté puisqu'il n'y avait plus du tout de gens qui prenaient des avions. Donc le pétrole est intimement lié au sort de l'activité de transport. C'est une question qu'on doit se poser, alors que dans le même temps, nous avons 5% de l'utilisation du pétrole mondial qui est affecté aux centrales thermiques, alors même qu'en Afrique, nous avons des problèmes d'électricité. Donc, opportunité. Nous devrions, nous pas pour faire face à cette crise, réorienter notre utilisation de pétrole dans les transformations sur place pour produire un peu plus d'électricité dans les centrales thermiques et ne pas être dépendant du secteur de transport. C'est une deuxième question. Autre chose qu'on constate également, c'est que les travaux publics sont dépendants également de 90% de l'utilisation du bitume, qui est un dérivé du pétrole brut. Également, 90%. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une nouvelle vision de conception également de nos routes pour essayer de ne pas les concevoir uniquement avec le pétrole dont on sait qu'il ne tient pas sur les terres tropicales africaines? Donc, et aujourd'hui, on en arrive à une situation dans laquelle des pays qui avaient stocké beaucoup de pétrole se retrouvent avec encore plus de pétrole. J'ai regardé le coût du baril, il est à 63, 19, 79 dollars aujourd'hui. Il faut quand même savoir que quand on regarde sur l'année, la chute n'est pas si énorme. Il y a eu beaucoup de yo-yo. Il y a eu un emballement des fois. Au mois de novembre, on est complètement monté de 12 points. On a eu des chutes à 5 points. Mais finalement, on passe de 7,71 environ, de 7 points à 6 points. Finalement, si on regarde sur 12 mois, on n'a eu qu'une légère baisse du baril du pétrole. Donc la question que se pose aujourd'hui, c'est comment on va arriver dans le cadre de nos économies, et d'autres problèmes se poseront à l'occasion de ce débat. La question du franc CFA n'est pas ignorée, puisque dans la gestion des exportations, la question se pose comment les États qui ont le franc CFA pourront arriver à mettre en place une politique commune, puisque la politique extérieure ne peut être qu'une politique commune. Donc cette crise nous donne des occasions d'opportunités. J'espère que nous aurons l'occasion, bien sûr, d'approfondir ces questions. Alors Patrick Barbera, Maître Jacques-Brice Moumnougui vient de noter quand même que même si ce n'est pas tout à fait ce que l'on souhaite en ce qui concerne le prix du baril de pétrole, eh bien il se situe quand même à un niveau qui n'est pas si mauvais. Ça suppose une reprise de l'activité sur les sites où elle avait ralenti au Gabon, de l'activité pétrolière. Oui, effectivement, il y a il y a eu un arrêt de la production, à peu près, en fait, une baisse du nombre du personnel sur site à partir du mois de mars. Les gens étaient mis en télétravail. Et à partir du mois de septembre, la plupart des gens sont revenus donc en travail en présentiel en vue de préparer la reprise des projets. Donc, vous savez que quand on reprend des projets, il y a une part de planification, il y a une part de remobilisation, parce qu'il faut remettre de nouveau en place les contrats qui ont été suspendus. Et ce qui fait que quand on a décidé la reprise au mois de septembre, mais c'est pour l'acter à partir de janvier-février. Sauf que maintenant, avec les nouvelles alarmistes au sujet des nouveaux variants, la reprise va continuer pour l'escondel.
Vous voyez? Alors vous faites bien d'évoquer la situation des nouveaux variants, parce que les nouveaux variants justement peuvent venir des personnels qui font mouvement de l'extérieur vers le Gabon, puisque on note que le secteur pétrolier est un secteur très dynamique. Mais avec Daouda Aliou qui est au Nigeria, on aimerait en savoir davantage. Daouda, de façon pratique, comment s'est organisée cette libéralisation du secteur que vous évoquiez tantôt au Nigeria? Depuis 1990, je rappelle en passant que le Nigeria est le premier producteur du brut en Afrique, importe les produits raffinés depuis 1990. Parce que les 4 raffineries que dispose le Nigeria fonctionnent en dessous de leur capacité. Donc, depuis 1990, le gouvernement fixe le prix du pétrole et la différence est payée au cartel. Si bien que en 2019, le Nigeria devait au cartel plus de 400 milliards de naira de subventions à payer. Donc, pendant la pandémie, quand le prix du baril a chuté sur le marché international, ce qui avait affecté l'économie du Nigeria et les prévisions budgétaires, le gouvernement a simplement libéralisé le secteur pétrolier. C'est-à-dire quoi? Vous vendez comment vous le percevez. Faites votre bénéfice, on n'a plus de subventions à vous payer. Si bien que dans certaines stations-service, on avait 170 naira. Le litre de l'essence, dans certains 180 selon les régions et selon les États. Raison pour laquelle le Congrès des travailleurs avait protesté. Dit que non, pendant la pandémie où il y avait confinement, c'est pourquoi le gouvernement avait négocié pour prévenir une grève, avait négocié avec les travailleurs pour pouvoir enlever 5 naira. Et présentement, il y a un bras de fer. On pensait que c'est irrémédiable parce que présentement, les majors veulent réviser à la hausse le prix de l'essence. Alors les majors veulent revoir à la hausse le prix de l'essence. C'est la situation actuellement au Nigeria avec d'abord le gouvernement fédéral qui avait décidé de ne plus subventionner le pétrole, donc subventionner l'essence à la pompe. Patrick Barbera, avant d'en venir à Martial Bissog, est-ce que ce cas de figure-là aurait été envisageable dans un pays d'Afrique centrale, ou bien c'est cette manière d'ouvrir le secteur à de nombreux opérateurs est difficilement perceptible chez les ressortissants d'Afrique centrale? Oui, mais vous avez quelque part dans votre question, vous avez déjà répondu. Hein. C'est-à-dire que la philosophie économique qu'il y a dans des pays anglophones comme le Nigeria n'est pas la même que la philosophie économique dans les pays d'Afrique centrale. Hein. C'est-à-dire que dans les pays d'Afrique centrale, depuis le début des indépendances, on a un modèle, on va dire, de centralisation jacobine très socialisant, où il y a une part importante de l'État. C'est l'État qui fait tout, c'est l'État qui entreprend, c'est l'État qui lance tout. Alors que, oui, voilà. Alors qu'au Nigeria, c'est complètement différent. À partir de 1972, ils ont décidé une politique d'indigénéisation progressive, c'est-à-dire qu'avec un plan pour reprendre les fleurons économiques de façon étalée. C'est-à-dire, ils se disaient, par exemple, on prend un exemple, en 5 ans, on prend 30%, en 10 ans, on arrive à 49%, et puis on atteint 55%. Après, ils ont fait un plan pour, au niveau de la sous-traitance, presque systématiser la sous-traitance et la politique de Nigerian local content.
Donc après, ils ont essayé de se diversifier et de proposer justement aux acteurs nationaux autochtones, donc d'entrer dans les marchés dans ce forme de capitalisme industriel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Lagos, il y a plus de 10 000 millionnaires en dollars. Mais malheureusement, ce n'est pas cette philosophie qui prévaut en Afrique centrale. C'est une philosophie, des opportunités aux autochtones. Une philosophie qui devrait être encouragée. Maître Jacques-Brice Momnogui, peut-être avant Martial Bissok, mais il y a quand même un fait notable, c'est que la plupart des brasseries, des raffineries, voulais-je dire, qui sont au Nigeria, ne tournent pas à plein régime. C'est quand même ahurissant, alors qu'on a le premier producteur de pétrole en Afrique. Oui, effectivement, le Nigeria a bien exploité la filière pétrolière, peut-être même l'a trop exploité. Il faut faire attention aussi parce que le Nigeria a beaucoup de qualités. Nous sommes en tant qu'Africains assez fiers des réussites du Nigeria, au plan musical, Nollywood, les grandes cités, les grandes constructions. Mais il ne faut pas également oublier la dépendance du Nigeria au plan alimentaire vis-à-vis de ses voisins, les pays comme le Cameroun ou d'autres encore. Donc le Nigeria a tout misé sur le développement pétrolier, donc là organisé de manière à ce que ce soit le point de lancement, le point principal de développement de ce pays. Cela étant dit, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut dans une perspective nouvelle, une vision nouvelle, sortir peut-être de ces modèles exclusivement dédiés à un seul secteur économique qui prend le pas sur tous les autres. Il faut quand même savoir qu'au-delà de tout, le pétrole a également ses travers, hein. Le financement du terrorisme, il y a beaucoup de choses qui également qu'on peut reprocher à l'industrie pétrolière, l'absence peut-être d'un développement local aussi, des fois. On parle aujourd'hui de développement durable, la construction également des établissements de santé à côté de l'exploitation de la filière pétrolière. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette industrie du pétrole, mérite aujourd'hui dans les pays africains d'être adossé à d'autres types d'économies. Vous l'avez peut-être déjà relevé, que les États ne se sont pas préparés à faire face à ce type d'imprévu. Oui, alors je ne sais pas exactement à quel niveau je devrais exactement répondre, l'imprévu pour la crise ou pour le pétrole, mais de toutes les manières, je vais essayer de schématiser. Aujourd'hui, comme l'a dit Jacques-Brice, Jacques-Brice Momnogui et même Patrick qui a fait un vrai développement tout à l'heure sur ces questions de pétrole, il faut quand même noter que, par exemple, on parlait du Nigeria tout à l'heure, c'est quand même une hérésie de dire que c'est le premier producteur de pétrole en Afrique. C'est le premier, non oui, c'est la première puissance économique. Juste après, suivi de l'Afrique du Sud, j'allais dire, et que paradoxalement, c'est aussi le pays qui a le tissu social le plus fragile d'Afrique, parce que si vous êtes à Lagos, vous croyez que vous êtes en enfer. En même temps que sur les plateformes pétrolifères, il y a une petite vie qui est gérée par les multinationales, Total, ExxonMobil, les Américains sont des rois. Et puis la libéralisation dont on parlait là tout à l'heure est plutôt sauvage. C'est vrai qu'il y a quelques Nigériens qui siphonnent un peu le pétrole et d'autres qui font des affaires. Mais grosso modo, c'est le gros business des multinationales. Et ça fait que l'économie, la valeur ajoutée économique ne se ressent pas, c'est-à-dire on ne ressent pas l'impact de la première puissance africaine. Enfin, le boom pétrolier ne se ressent pas effectivement parce que ça ne tire pas une économie qui est à la traîne. Ce décalage-là est symptomatique de la faillite un peu de toutes les économies africaines, j'allais dire. Si vous prenez, par exemple, le cas du Gabon, par exemple, je pense que le ministre du Bois là-bas est un citoyen anglais gabonais, c'est un blanc, pour ne pas stigmatiser. Mais pourquoi on a mis ce ministre-là? Parce que on voulait très vite transformer l'économie gabonaise pour que tout ne vienne pas de Port-Gentil. La filière bois au Gabon est en train de faire des merveilles. Mais il y a beaucoup de récriminations dans ce secteur, beaucoup de problèmes. On aura l'occasion de revenir sur le sujet, même si c'est vrai que la mesure avait été saluée.
Je suis en train de parler de la diversification en réalité, de la transformation structurelle de nos économies. Je ne voulais pas faire un focus là-dessus. Je voulais juste dire qu'il y a aujourd'hui en Afrique une incapacité à adapter la production économique au contexte mondial nouveau. Vous savez par exemple que Total est en train de mettre 30% de son budget pour ce qu'on va appeler pour l'économie verte, quoi, pour les nouvelles énergies. Aujourd'hui, on parlait du transport tout à l'heure. Il faut savoir qu'à l'horizon 2030, toutes les structures mécaniques aujourd'hui sont en train de basculer sur de l'électrique. Bon, c'est peut-être pas la solution envisageable parce que ça va poser le problème du lithium, des batteries et tout. Mais je veux dire que le pétrole comme une source unique et une source inépuisable, c'est pour bientôt la fin. Et il faut que les États qui n'ont misé uniquement leur avenir que sur le pétrole commencent à réfléchir autrement. On a l'agriculture, on a les high-tech, les IA, l'industrie artificielle, tout ce qui est ingénierie neuro-artificielle. On a les logiciels, il y a la jeunesse africaine qui est plus portée vers cette nouvelle économie, mais il n'y a pas un problème de financement, il y a un problème de financement, il y a un problème de débouché, il y a un problème de formation et d'encadrement, et toutes ces choses-là concourent à créer vraiment un choc social et économique brutal, et les États ne sont pas prêts puisque tout vient de l'extérieur. Et même, on va peut-être parler de la recherche aussi. Cette crise a été l'occasion de voir comment les pays les plus puissants se sont dotés de la structure scientifique pour avoir le vaccin. Quand on vous rappelle que Pfizer, c'est en réalité un laboratoire allemand, fait par deux médecins turco-allemands, mais dont Pfizer a racheté les brevets pour aujourd'hui être le patron du monde, et que la Russie en même temps a sorti son vaccin et que la Chine a sorti le sien. Chaque pays, chaque puissance aujourd'hui essaie de s'aligner sur les agrégats de la recherche, et l'Afrique n'a pas été présente. Et pour revenir, j'espère que je vais chuter par là sur la question de l'impact, tout ça concourt à montrer que visiblement nous ne sommes pas encore prêts pour le basculement de cette économie de rente qui nuit tant à l'Afrique depuis qu'elle existe, du moins de manière moderne, depuis 1960, grosso modo. Donc, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, nous entrons dans l'ère de Mars aujourd'hui, dans l'ère de Saturne, dans une nouvelle ère. Il faudrait que les politiques soient plus audacieuses pour affronter les défis qui arrivent. Le pétrole, on peut vivre demain sans, et même si on a le pétrole qui est une chance, c'est pas parce que les États-Unis ont déjà le gaz de schiste, qu'ils puissent déjà leur pétrole, et que le pétrole ne sera plus la donne internationale, que pour nous, on ne pourra pas le mettre au centre du développement. J'ai suivi une très belle idée tout à l'heure. Le pétrole peut être le vecteur de la petite économie qui va nous fabriquer des bougies, des babouches, du goudron, je ne sais pas de quoi. Martial Bissoc, des idées sont utiles pour l'Afrique. Martial Bissoc, c'est bien noté. D'ailleurs, Jean-Marie Albertini le rappelait si bien, il n'y a de richesse que d'hommes. Le continent africain, Maître Jacques-Brice Mnogui, a, en tout cas pour certains pays, pas tous les pays du continent africain, on a souvent très peu investi dans la recherche. Or, il y a justement des unités de recherche qui ont été adossées à des projets pour ce qui concerne la plupart des sociétés pétrolières en Afrique francophone, mais ça n'a pas été bien loin. On se rappelle que certains majors sur le continent avaient même, il y a 30-40 ans, commencé à investir dans l'agriculture. Mais peut-être qu'il n'y avait pas eu de suivi. Oui, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui encore, cela est plus vrai qu'avant, puisque avec l'impact de l'environnement, de la prise en compte de la nécessité de préserver l'environnement, évidemment,
on est passé à une économie aujourd'hui. Les grands groupes pétroliers promeuvent tous, si vous allez sur leur site, dans leur programme, dans leur catalogue, ce qu'ils appellent le développement durable, c'est-à-dire comment exploiter le pétrole tout en préservant les ressources, tout en permettant un développement local, tout en permettant aux populations d'en profiter. Je pense que ce qui s'est passé en réalité, là où peut-être l'erreur a pu être faite chez nous, c'est que c'est dans la contractualisation de nos contrats de partenariat public-privé dès le départ. Nous avons commencé à exploiter ces ressources sans avoir véritablement des professionnels formés dans ces domaines aussi complexes. Lorsque vous avez des contrats de partenariat public-privé et que vous ne savez pas les négocier en termes d'extraction, en termes de découverte de gisement, en termes de transformation, en termes également de prévision sur une rentabilité de long terme, mais forcément vous avez une économie qui est complètement excentrée, c'est-à-dire qu'on vient puiser des ressources, on négocie avec l'État un montant qu'on leur reverse, sans qu'il ne sache même quel est finalement le montant total de ce qui est extrait ou les quantités de barils qui sont sortis, et finalement on aboutit au fait que c'est l'État qui doit encore réinvestir l'argent qu'il perçoit finalement dans l'économie des pays. C'est ce qui s'est passé avec toutes les crises que l'on a connues également. Et quand on a également un produit qui dépend exclusivement, comme je l'ai dit, beaucoup trop à mon sens, de l'industrie du transport, mais on est forcément impacté et on ne peut pas faire également de prévisibilité de long terme puisque si vous regardez le cours de la bourse, c'est des produits extrêmement fluctuants. Je crois que ces deux paramètres pris en compte, le paramètre de dépendance vis-à-vis excessive du secteur du transport et le paramètre de la négociation de nos contrats de partenariat public-privé en matière d'exploration, en matière de découverte de gisement et en matière de garantie que l'on offre aux États, notamment, je veux dire ici, la garantie de rapatriement des fonds. Il faut quand même savoir que la plupart des investisseurs dans les pays d'Afrique centrale, ou du moins, je ne peux pas dire d'Afrique en général, je ne veux pas généraliser, bénéficient de ce qu'on appelle une garantie commerciale de rapatriement immédiat des fonds, des salaires et des bénéfices. Mais lorsque vous avez des grands groupes qui exploitent sur place et qui ne peuvent même pas garder la trésorerie sur le territoire pendant ne serait-ce que 2-3 ans pour permettre à l'argent de tourner à l'intérieur du pays et qui peuvent le sortir dès les premiers exercices, y compris tout leur salaire, ben vous avez forcément une fuite des capitaux qui ne bénéficient pas au pays. Donc il y a beaucoup de mécanismes à repenser pour transformer véritablement le pétrole. Le pétrole en tant que lui-même n'est pas, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on doit abandonner complètement le pétrole. Et comme disait M. Bissok, si on a le pétrole sur soi, pourquoi ne pas l'exploiter pour le développer? On parle aujourd'hui de la zone de libre-échange continentale africaine, donc il y aura un marché africain qu'on appelle de tout nouveau à se créer pour l'exploiter dans un cadre africain, mais il faut avant tout que nous ayons une connaissance de la contractualisation de nos contrats pétroliers. Tant que nous n'aurons pas mis ces mécanismes en place, nous serons toujours dépendants de l'extérieur et toute économie qui est trop externalisée, ben c'est une économie qui n'est pas solide et qui peut à tout moment basculer. Patrick Barbera, on approche de la fin de cette émission. Il y a un autre défi, c'est celui de la préservation des emplois dans ce contexte particulièrement difficile pour les majors et pour le secteur pétrolier. Bon, si on veut arriver à préserver les emplois, d'abord le plus important c'est de garantir la circulation des travailleurs. Que les travailleurs puissent pouvoir aller sur les sites et se déplacer. Les sièges des entreprises pétrolières, c'est à Port-Gentil. Mais beaucoup de travailleurs habitent à Libreville. Et maintenant, les lieux d'exploitation, c'est dans l'Interland, c'est en brousse. Donc, il faut mettre en avant cette facilité de circulation. Parce que bien souvent, quand il y a des restrictions de circulation au niveau des gouvernorats des différentes provinces, il y a des décisions diverses et variées. Ensuite, pour préserver les emplois, il faut pouvoir continuer les projets, laisser les projets aller jusqu'au bout. Il ne faut pas arrêter cet élan des entreprises pour rebondir, aller de l'avant. Et ensuite, si on veut arriver à préserver les emplois, bien sûr, bien évidemment, avec les restructurations actuelles, les entreprises ont besoin de moins de personnel. Donc, il faut envisager le marché de l'emploi de façon globale, c'est-à-dire un peu comme des vases communicants, un système de vases communicants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes exportateurs de produits bruts, de pétrole brut, mais importateurs nets de produits finis, il faudrait qu'on puisse arriver à augmenter nos capacités de raffinage, et c'est possible. Parce que notre raffinerie nationale, avec un bon
upgrading, une bonne réhabilitation, on peut augmenter les capacités là, la Sovera, voilà. On peut augmenter les capacités de production. Et également, nous avons des entreprises qui sont capables de faire de la formulation pour créer des lubrifiants et tous ces produits finis qui sont nécessaires pour l'industrie ainsi que pour le transport. Donc qui viendraient des entreprises qui viendraient prêter main forte à Pisolub. Et donc, ce secteur, ça peut créer donc des emplois pour que les gens puissent partir du secteur exploration-production. Alors, on ne vous entend plus très bien. Et ça peut nous aider. Ensuite, également, il faut pouvoir favoriser les... Il faut pouvoir... pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Oui, il faut pouvoir favoriser, vous le disiez, Martial Bissog, une sorte de création d'emplois en faisant la promotion de la diversification des activités du secteur? Tout à fait. Mais le premier problème aujourd'hui, c'est que dans tous les pays africains, plus dans la zone francophone, il ne faut pas nuancer, 90% de l'économie est entre les mains des multinationales que je qualifie de cannibales. Donc, vous avez un secteur brut et sauvage qui oscille entre 0 et 10%, qui est laissé aux nationaux. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? C'est du détail, c'est du commerce, c'est voilà. Et si vous voulez parler d'industrie, à proprement parler, il ne faut pas se mentir, il faut une dynamitation de la structure postcoloniale pour essayer de matérialiser la vigueur technologique. Il faut industrialiser le continent. Et on n'a pas le temps peut-être de développer, mais c'est les sujets ça fera l'objet de... Ce sont des sujets très importants qui... Oui, je sais à dire, mais à chaque fois on dit ça. À chaque fois, quand il y a vous avez tout le mérite de créer un vrai débat, mais quand on veut expliquer, il y a plus souvent le temps. Et c'est ça qui est on est arrivé à la fin quasiment. Non, mais on va trouver le temps, Martial Bissog, nous le promettons, pour débattre de la question, parce que c'est le socle, effectivement, du développement du continent africain, de l'essor du continent. Oui, justement, parce que tout ce qu'on dit là aujourd'hui tourne autour de quelle est la part qui revient aux États. Et le peu même qui revient aux États, comment se gérer pour que le peuple ait un peu du miel entre les mains. Et c'est ça qui est à la base de toutes les crises sociopolitiques en Afrique, qui vont induire l'alternance politique, qui vont induire les corruptions à vaste échelle, qui vont induire l'avenir de la jeunesse. Quand les enfants se retrouvent coincés dans le désert de la Libye ou du Maroc, c'est pas une vue de l'esprit. C'est parce qu'on n'arrive pas à les contenir. Et comment on contient les gens sur place? C'est par l'éducation pratique et la science appliquée. La science appliquée, ça veut dire trouver une application et une résolution des problèmes qui s'opposent concrètement dans un environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité de produire? Vous savez que le Covid, pour sortir, et je l'ai dit en début, je l'aurais dit à la fin, c'est le Covid qui permet à la France aujourd'hui de regoûter le Made in France. Moi, j'étais au Bourget la dernière fois, je peux vous dire que j'ai vu un bal incessant des usines qui reviennent, des gros porteurs qui sont allés ramener. C'est pareil pour les États-Unis. C'est pour ça que Trump, on ne va pas revenir là-dessus, mais je veux dire qu'il y a une renationalisation de toutes les économies du monde. Chaque pays a compris que pendant la crise, on peut regoûter le fromage français, il faut qu'on regoute la tiéké abidjanais, il faut qu'on regoute, il faut activer les neurones pour la production interne, et ça c'est une autre science, c'est une autre mystique qui va même induire la spiritualité
et surtout la spiritualité africaine. C'est très lié. C'est un défi que nous devons relever ensemble, hein, Martial Bissok. On rappelle que vous êtes le fondateur de l'Académie de la vie augmentée Akeva. Là, on vous présente, je le précise encore, de façon succincte pour justement gagner du temps. Je vous fais grâce de faire l'économie de mon CV. Je sais que ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il faut que les Africains sachent qu'il y a une nouvelle élite décomplexée. Il y a des jeunes Africains qui sont prêts à répondre aux défis de trouver la solution exacte et adéquate à nos problèmes. Pour sortir par là, je veux dire que nous sommes le seul pays au monde où on a quand même maîtrisé avant les autres la science de la sauce dans l'os. C'est-à-dire comment les mamans dans les fonds des villages peuvent, à l'embarrainer, savoir mettre le condiment dans l'os, mais ne pas être capable de faire démarrer une poulie à Libreville. Donc toutes ces équations-là, c'est pas de la chimie abstraite. C'est pas une vue de l'esprit. Il faut donc que l'Afrique commence à fabriquer des petits bouts de ficelle pour qu'on active le développement. C'est le développement qui va induire la croissance. Pour sortir, le brillant maître, Momnouri, que je découvre, a dit un truc succinctement tout à l'heure, mais vous ne constatez pas que les multinationales ont le droit de rapatrier leur argent et ça vous choque. Mais de vous à moi, si j'ai 1 million d'euros en France, il faut bien que je trouve un moyen de les mettre à Libreville dans les 24 heures. C'est tout à leur honneur. C'est à nous de riposter, justement. Et si nous sommes là, nous sommes 3,5 milliards d'êtres humains sur Terre. L'Afrique a la moitié de l'humanité. Il faut commencer à réfléchir à ces solutions endogènes par la science et la mathématique appliquée. La réflexion est amorcée, Martial Bissok, et nous allons certainement la poursuivre avec vous, mais juste poser la question à Daouda Aliou qui est au Nigeria. Daouda Aliou, est-ce qu'il y a eu une menace sur les emplois à travers le Nigeria avec cette crise sanitaire du Covid-19 qui a frappé sur les emplois précisément du secteur pétrolier? Aziz, il n'y a pas eu de licenciement en tant que tel dans le secteur pétrolier pendant la pandémie du Covid-19. Il y a eu des menaces de la part de certaines compagnies, je ne voulais pas citer des noms, le fait marquant pendant la pandémie, c'est la libéralisation du secteur pétrolier qui a qui a vraiment affecté la population. Parce que quand le secteur pétrolier a été libéralisé, les prix des produits nécessités ont grimpé. Donc, ça a eu un effet négatif plutôt sur la population, mais pas sur les travailleurs. Non, les travailleurs n'ont pas été... Les emplois ont été, qu'on appelle, sécurisés. Il n'y a pas eu de licenciement en tant que tel dans le secteur pétrolier. Donc il n'y a pas eu de licenciement en tant que tel. On a bien compris que ce sont les populations qui trinquent encore malheureusement. Patrick Barbera, on a ensemble vu qu'à Port-Gentil, que les entreprises du secteur pétrolier ont eu beaucoup de mal et qu'il y a eu des centaines d'emplois menacés. Mais bon, on espère que la situation pourrait revenir à la normale, même s'il y a cette deuxième vague en cours de Covid-19. Non, disons qu'en réalité, il y a eu des milliers d'emplois qui ont été menacés. C'est-à-dire qu'en matière de conditions de travail, de conditions contractuelles, ceux qui sont un peu en sécurité, c'est les gens qui travaillent pour les producteurs pétroliers, et où la plupart des contrats en CDI. Mais par contre, pour tout l'ensemble du réseau de sous-traitance, ce sont des contrats précaires. Là, vous parlez des sociétés d'intérim. C'était vraiment difficile. Et à ce moment-là, certains d'entre eux, simplement, le contrat s'est arrêté. Et puis, c'est tout. Il y a eu aussi des chômages techniques. Et donc, c'est des milliers de gens qui ont été impactés. Donc, depuis qu'il y a eu la reprise, quelques-uns ont retrouvé du travail, mais pas tous.
Donc on n'atteint pas le même niveau d'emploi qu'il y a 6 ou 7, 8 mois. En tout cas, merci Patrick Barbera. On espère que les nombreuses alertes qui sont faites à l'endroit des autorités de ces différents pays, notamment du Gabon, vont aider à permettre au secteur pétrolier de retrouver un bon niveau d'employabilité, un secteur qui est quand même le plus gros employeur en ce qui concerne le Gabon. Patrick Barbera. Non, en fait, en termes d'employeurs, actuellement, le employeur, c'est un employeur du secteur agroalimentaire qui a 17 500 employés. Donc, le secteur génère beaucoup d'emplois, mais pas beaucoup n'emploie pas beaucoup de gens, y compris à la fois les producteurs et puis le réseau de sous-traitance. En fait, c'est une illusion qu'on a certainement en raison de toutes les grosses sommes d'argent qui sont annoncées, que le secteur pétrolier est le secteur qui est le plus gros pourvoyeur d'emplois au Gabon. Mais on note malgré tout qu'il est parmi les plus gros employeurs au Gabon. C'est pareil pour le Nigeria et les autres pays d'Afrique centrale. Merci à Maître Jacques-Brice Momnogui, qui est avocat au barreau de Bordeaux et consultant de la Tribune du Mardi. Maître Jacques-Brice Momnogui, qui est aussi panafricaniste. Oui, merci Aziz. Je voulais terminer simplement par 2 mots rapides. Le premier, c'est de dire que je pense que l'avenir face à cette crise est dans la diversification de nos économies. On voit que les pays africains qui résistent le mieux, c'est ceux qui ont des économies diversifiées et pas avec des grosses parts importantes tirées par l'industrie pétrolière, par exemple. Et le deuxième enseignement, je pense qu'on doit tirer, c'est de prendre, lorsqu'il y a eu la grande crise financière mondiale, l'Afrique, les pays de l'Afrique qui ont été les moins impactés, en fait, c'était les pays de l'Afrique subsaharienne, parce qu'ils n'étaient pas arrimés à la finance internationale. Donc je pense que l'une des solutions également, c'est dans la régionalisation de nos économies de manière à être les moins impactés possible, parce que j'appelle l'effet boule de neige de la mondialisation. Je crois qu'avec cette crise, nous aurons eu des enseignements de ce que nous pouvons faire pour essayer d'avoir une Afrique de plus en plus combative et de plus en plus adaptée et face aux défis qui se posent là. Merci, Maître Jacques-Brice Momnogui, une fois encore. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, de nous avoir suivis. On rappelle que nous avons été en compagnie de Patrick Barbera, membre de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, syndicat influent du secteur pétrolier au Gabon. Et il y a eu Martial Bissog, fondateur de l'Académie de la vie augmentée à Keva, qui était en ligne de Paris, en France. Daouda Aliou, journaliste nigérian. Merci de nous avoir suivis et donc de ne jamais désespérer de l'Afrique, malgré tout, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale qui émet désormais de Dakar au Sénégal.